C'était un dimanche soir tranquille, un de ces dîners familiaux obligatoires où la conversation ressemble toujours à une représentation théâtrale. Mes parents venaient de terminer leur critique sur mon choix de rideau quand ma mère a posé son verre de Bordeaux et a lâché sa bombe avec une désinvolture calculée. « Ta sœur va habiter dans ton appartement. » Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai simplement hoché la tête, ma fourchette suspendue en l'air, dissimulant le nœud qui se serrait dans mon estomac derrière un sourire poli. Notre table familiale, nichée dans la véranda de leur maison à Neuilly-sur-Seine, était devenue le tribunal où mes choix étaient constamment jugés. La nappe en lin blanc, les couverts en argent hérités de ma grand-mère, les assiettes de porcelaine fine, tout criait une perfection que je n'avais jamais pu atteindre à leurs yeux. « Claire, tu m'écoutes ?» La voix de ma mère m'a tirée de mes pensées. Claire. Mon prénom sonnait toujours comme un reproche dans sa bouche. Il parlait comme si la décision avait été prise depuis des mois. Mon père a énuméré les raisons avec sa logique implacable d'ancien professeur de droit. C'est plus près de son école. Elle a besoin de stabilité. Tu vis seule, après tout. Ma mère a enchaîné avec son habituelle logique passive-agressive. Tu as toujours eu plus d'espace que nécessaire. Je les ai laissés parler. Je fixais le poulet rôti dans mon assiette en imaginant le poignarder juste pour ressentir quelque chose. Je n'ai pas argumenté. Discuter ne fonctionnait jamais avec eux. Et puis, c'est temporaire, a ajouté mon père, découpant méthodiquement sa viande. Juste le temps qu'Amélie termine son master. 1 an, peut-être 2. 1 an, peut-être 2. Les mots résonnèrent dans ma tête comme une sentence. Tu pourrais dire quelque chose, a soupiré ma mère. Toujours ce silence. Comme quand tu étais petite. J'ai pris une gorgée d'eau. Et si je refusais ? Le couteau de mon père s'est immobilisé au-dessus de son assiette. Un échange de regards entre eux. Cette communication silencieuse qui m'avait toujours exclue. Refuser ? Mon père a presque ri. Mais c'est déjà arrangé. Amélie emménage samedi prochain. J'ai senti une vague de chaleur me monter au visage. Mon appartement, mon refuge dans le 11e arrondissement, loin de leur influence étouffante, allait être envahi sans mon consentement réel. Pourtant, j'ai souri. C'était plus facile. Bien sûr, ai-je murmuré, si c'est ce qui est le mieux pour Amélie. Le reste du repas s'est déroulé dans un brouillard de banalité. Ma mère parlait de son dernier vernissage à la galerie qu'elle dirigeait près de l'opéra. Mon père commentait l'actualité politique avec cette assurance de ceux qui croient tout comprendre. J'acquiesçais aux moments appropriés, offrant des sourires qui n'atteignaient jamais mes yeux. Après le dessert, une tarte aux pommes que ma mère avait achetée chez Storer m'est présentée comme faite maison. J'ai prétexté une migraine pour partir. Les au revoir étaient toujours expéditifs. Une bise sur chaque joue, le parfum oppressant de ma mère, la barbe rêche de mon père. « N'oublie pas de laisser un double des clés sous le pot de fleurs », m'a lancé ma mère, alors que j'atteignais la porte. Pour Amélie, je n'ai pas répondu. Dehors, l'air frais d'avril m'a enveloppée comme une couverture réconfortante. J'ai inspiré profondément, savourant le parfum des marronniers en fleurs qui bordaient l'avenue. Cette nuit-là, je suis restée dans ma voiture, une vieille Twingo bleue, pendant 20 minutes avant de monter chez moi. J'observais les fenêtres de mon immeuble haussmannien, ces rectangles de lumière douce dans la nuit parisienne. Mon appartement, mon espace sécurisé, mon unique morceau d'indépendance dans une vie où j'étais toujours la fille accommodante, me semblait soudain temporaire. Je me suis dit que ce ne serait que pour un moment. Je me suis menti si bien que j'ai presque cru à mes propres paroles. Dans l'ascenseur étroit qui grimpait vers le 5e étage, j'ai repensé à toutes les fois où j'avais cédé. L'école de commerce au lieu des beaux-arts, l'appartement dans le 11e au lieu du 18e que j'aimais tant, les dîners dominicaux auxquels je ne pouvais jamais me soustraire. La porte de mon appartement s'est ouverte sur mon petit sanctuaire, 60 mètres carrés de liberté, les étagères croulant sous les livres d'art que j'achetais en cachette, les murs couverts de mes propres photographies en noir et blanc, le seul art que je m'autorisais encore à créer, la cuisine minuscule où je préparais des plats que ma mère aurait trouvés trop simples, le salon avec son canapé usé récupéré chez Emmaüs, si différent des meubles impeccables de mes parents. J'ai fait le tour de chaque pièce, touchant les objets comme pour les imprégner de ma présence. Dans ma chambre, j'ai ouvert l'armoire et regardé mes vêtements soigneusement rangés. Combien devrais-je en déplacer pour faire de la place à ma sœur ? Comment partager cette intimité que j'avais construite à grand-peine ? Sur ma table de nuit, une photo de nous deux, Amélie et moi, prise il y a des années à Étretat. Nous sourions, les cheveux au vent,
les falaises blanches en arrière-plan. C'était avant que nos parents ne décident qu'Amélie était celle qui réussirait, celle qui méritait tous les sacrifices, même les miens. J'ai pris mon téléphone, hésité, puis composé le numéro d'Amélie. Après 4 sonneries, sa messagerie s'est déclenchée. Sa voix enjouée promettait de rappeler bientôt. « C'est moi », ai-je dit après le bip. « On devrait parler de cet arrangement avant samedi. Rappelle-moi. » J'ai raccroché, sachant au fond de moi qu'elle ne rappellerait pas. Dans notre famille, les confrontations étaient évitées comme la peste. Nous étions experts en silence et non-dit, en acceptation passive des décisions prises par d'autres. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil agité, rêvant d'espaces qui rétrécissaient et de portes qui disparaissaient. À mon réveil, je savais déjà que ma vie allait changer, et pas uniquement à cause de l'arrivée imminente d'Amélie. Quelque chose d'autre se préparait, une ombre que je ne pouvais pas encore discerner, mais qui s'approchait inexorablement. Une semaine plus tard, ils sont arrivés. Je n'étais pas chez moi. Je m'en étais assurée. J'observais depuis l'angle de la rue Oberkampf, à l'abri derrière le kiosque à journaux, tandis que leur Peugeot familial se garait. Le coffre débordait de cartons, et Amélie en sortit avec un sourire suffisant, comme si elle possédait déjà les lieux. Mes parents avaient l'air fiers, comme s'ils avaient orchestré un acte de charité brillant. Sauf que ce n'était pas à eux de donner. Il faisait un temps magnifique ce jour-là, un de ces samedis de printemps, où Paris s'anime et respire la légèreté. Les terrasses des cafés débordaient, les marchands du marché Bastille criaient pour vanter leurs produits. Une journée normale pour tout le monde, sauf pour moi. Je m'étais préparée à ce moment. J'avais vidé une partie de mes placards, réorganisé ma chambre d'amis, qui n'avait jamais vraiment servi, et laissé une note de bienvenue sur la table de la cuisine. Un geste de paix préventif. Pourtant, je n'avais pas la force d'être présente, de voir mon père porter les cartons d'Amélie avec cette détermination qui m'avait toujours intimidée, d'entendre ma mère donner des directives sur la façon dont mes meubles devraient être réarrangés, mais quelque chose clochait. Il y avait des voix à l'intérieur avant même qu'il n'ouvre la porte, des rires, aigus et inconnus. J'ai froncé les sourcils. J'avais laissé l'appartement fermé à clé. La clé était cachée dans la fausse plante près de la porte. Un fait que je croyais être la seule à connaître. Du moins, c'est ce que je pensais. Alors qu'ils entraient, je suis restée figée derrière le kiosque, le cœur battant, essayant de rationaliser l'impossible. J'ai attendu 1 heure, puis 2. La boulangerie Maison Landemaine où je m'étais réfugiée fermait ses portes. J'ai finalement grimpé l'escalier de service et jeté un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. C'est là que je les ai vues, 2 femmes, des inconnues, buvant du vin dans mes verres, se prélassant sur mon canapé comme si elles étaient chez elles. L'une d'elles portait mon pull en cachemire, celui que j'avais acheté aux Galeries Lafayette lors des soldes d'hiver, une rare extravagance que je m'étais permise. Ma sœur était introuvable, mes parents aussi. Quelque chose s'était terriblement mal passé. Je suis restée là, accroupie sur le rebord étroit de la fenêtre de service, observant ces étrangères dans mon espace. Elles parlaient avec animation, gesticulant avec mes verres à vin. La blonde, celle qui portait mon pull, riait d'une façon presque musicale. L'autre, plus âgée peut-être, aux cheveux auburn coupés au carré, hochait la tête avec une familiarité déconcertante, comme si elle connaissait cet appartement mieux que moi. Soudain, mon téléphone a vibré. Un message d'Amélie. « Désolée, changement de plan. Je t'explique plus tard. » J'ai fixé l'écran, incrédule. Aucune explication. Aucune mention des 2 femmes qui occupaient mon salon. J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne décrochait pas. J'ai passé la nuit chez Mathilde, une ancienne collègue qui habitait dans le 13e. Je lui ai raconté une histoire de travaux d'urgence dans mon immeuble. Elle n'a pas posé de questions, m'offrant son canapé et un verre de vin, avec cette gentillesse discrète qui me rappelait pourquoi nous étions restés amis. Le lendemain matin, j'ai pris le métro jusqu'à la station République, puis j'ai marché les 10 minutes qui me séparaient de mon immeuble. L'air était frais, chargé de cette humidité printanière qui annonce parfois la pluie. Les commerçants ouvrirent leurs boutiques. Le boulanger sortait ses premières fournées. Une scène quotidienne qui me semblait maintenant appartenir à une autre vie. J'ai fait irruption par la porte d'entrée le lendemain matin. Elles étaient toujours là. La blonde, celle qui portait mes vêtements, n'a même pas tressailli. « Oh, tu dois être Claire », a-t-elle dit avec désinvolture.
sirotant son café dans ma tasse préférée, celle rapportée de Provence avec ses motifs d'olivier. « On a beaucoup entendu parler de toi. » Je n'ai pas répondu. J'ai regardé autour de moi. Mes photos encadrées avaient disparu. Mes livres avaient été déplacés. Même l'odeur était différente. Lavande et quelque chose d'amer, synthétique, qui me rappelait les parfums bon marché des grands magasins. Elles se sont présentées comme Léonie et Mathilde. Amies de la famille, ont-elles prétendu. Invitées temporaires. Sauf que rien ne semblait temporaire. Les affaires d'Amélie étaient empilées soigneusement dans le couloir, intactes. Personne n'avait déballé ses cartons. Mes parents, selon Léonie, étaient repartis après une brève conversation et lui avaient confié les clés. Pour les garder en sécurité, a-t-elle dit avec un clin d'œil. Je savais qu'elle mentait. « Où est ma sœur ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix ferme malgré la panique qui montait en moi. Mathilde, la rousse, a haussé les épaules avec une nonchalance étudiée. Elle a eu un empêchement. Un stage à Lyon, je crois. Très soudain. Lyon. À 400 km. Sans explication. Sans même un appel. Et mes parents ? Partis pour le week-end à Deauville, a répondu Léonie, mordant dans une tartine qu'elle avait préparée avec mon pain et ma confiture. Ils ont dit que tout était arrangé, que nous pouvions rester ici en attendant. En attendant quoi ? Je n'ai pas posé la question à haute voix. Quelque chose dans leur attitude, cette assurance tranquille, cette appropriation totale de mon espace, m'a fait comprendre que les réponses ne viendraient pas d'elle. J'ai fait le tour de l'appartement, notant mentalement chaque changement. Le tableau que j'avais acheté au marché aux puces de Saint-Ouen avait été remplacé par une affiche encadrée d'une exposition à Beaubourg. Mes plantes sur le balcon avaient été réarrangées. Même le contenu de mon réfrigérateur semblait différent. Des produits que je n'achetais jamais, des marques que je ne connaissais pas. Dans ma chambre, la transformation était encore plus flagrante. Mes draps avaient été changés. Mes vêtements, poussés d'un côté de l'armoire pour faire place à d'autres, plus colorés, plus excentriques que les miens. Sur ma table de nuit, mes livres avaient disparu, remplacés par des magazines de mode et un cendrier en céramique. Je ne fumais pas. Mes appels sont restés sans réponse. Mes parents ignoraient mes messages vocaux. Le téléphone d'Amélie allait directement sur la messagerie. J'ai dormi dans ma voiture cette nuit-là, garée devant la boulangerie au coin de la rue, fixant mes propres fenêtres, observant les ombres se déplacer derrière des rideaux que je n'avais pas fermés. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie, effacé sans avertissement. Le lendemain, j'ai tenté de contacter mon propriétaire, Monsieur Renaud, un homme âgé qui vivait en Bretagne et gérait l'immeuble à distance. Sa secrétaire m'a informé qu'il était en voyage et injoignable pour les 2 semaines à venir. J'ai appelé la police. L'officier qui a pris ma déposition semblait ennuyé. « Des amis de vos parents, vous dites ? Avec une clé ? Ce n'est pas une affaire criminelle, madame. C'est un différend familial. » J'ai contacté mon travail, la petite agence de communication où j'étais graphiste depuis 3 ans. J'ai prétexté une urgence familiale pour prendre quelques jours de congé. Mon patron, compréhensif mais distant, a accepté sans poser de questions. Puis j'ai commencé à observer. De loin d'abord, depuis les cafés en face de mon immeuble. Léonie et Mathilde sortaient rarement. Quand elles le faisaient, c'était ensemble, souvent en début de soirée. Elles revenaient avec des sacs de courses, parfois accompagnées d'autres personnes, des hommes, des femmes, jamais les mêmes. Une nuit, alors qu'elles étaient assorties, j'ai tenté de rentrer. Ma clé ne fonctionnait plus. La serrure avait été changée. J'ai frappé à la porte de ma voisine, Madame Petit, une retraitée qui habitait l'immeuble depuis 30 ans. Son regard était méfiant lorsqu'elle a entrouvert sa porte. « Je ne vous connais pas », a-t-elle dit fermement. « Madame Petit, c'est moi, Claire, du 5B. » Elle a secoué la tête. L'appartement 5B, il est occupé par 2 sœurs depuis des années. De très gentilles filles. Maintenant, partez avant que j'appelle la police. La porte s'est refermée. J'ai reculé, le souffle coupé. Des années, je vivais ici depuis 6 ans, et Madame Petit m'avait souvent gardé mes colis quand j'étais absente. Comment pouvait-elle ne pas me reconnaître ? Comment pouvait-elle croire que Léonie et Mathilde avaient toujours été là ? Ce soir-là, je suis retournée à ma voiture, mon dernier refuge. Dans la boîte à gants, j'ai trouvé un vieux carnet d'adresses. Il était temps de chercher des réponses, de comprendre qui étaient vraiment ces femmes et pourquoi ma famille semblait les avoir laissées prendre ma place. J'ai démarré la voiture et pris la direction de Neuilly. Il était temps d'affronter mes parents,
qu'ils soient à Deauville ou non. La maison de mes parents à Neuilly était plongée dans l'obscurité. Les volets fermés, la boîte aux lettres débordante, tout indiquait une absence prolongée. Je suis restée dans ma voiture, garée de l'autre côté de la rue, observant cette façade familière devenue soudain hostile. Avait-il vraiment fui à Deauville comme l'avait prétendu Léonie? Ou était-ce un autre mensonge dans cette cascade d'incohérences? J'ai fini par sortir, la pluie fine de ce début de soirée m'enveloppant comme un linceul. Sous le porche, j'ai utilisé ma clé, une de celles que je n'avais jamais rendues, malgré leurs demandes répétées. La porte s'est ouverte en grinçant légèrement. L'odeur familière, un mélange de cire d'abeille pour meubles et du parfum Hermès de ma mère, m'a accueillie. J'ai allumé la lumière du vestibule, m'attendant presque à les voir surgir, irritée par mon intrusion. Mais la maison était vide, pas complètement abandonnée cependant. Sur la table du salon, des magazines récents. Dans la cuisine, des fruits dans une corbeille, certains encore frais. Ils étaient impartis récemment. J'ai ouvert le réfrigérateur, presque vide, à l'exception d'une bouteille de champagne et de quelques yaourts. Dans l'évier, 2 tasses à café rincées à la hâte. J'ai monté l'escalier vers leur chambre. La porte de la chambre d'Amélie était fermée à clé, inhabituelle. La chambre de mes parents était en ordre. Leur lit fait avec cette précision militaire que mon père exigeait. Sur la commode, une photo de famille, moi, Amélie, et eux lors d'un voyage à Belle-Île-en-Mer il y a 10 ans. J'étais en retrait sur l'image, déjà à moitié effacée. Dans le bureau de mon père, j'ai fouillé les tiroirs, cherchant n'importe quoi qui pourrait m'éclairer. J'ai trouvé leur passeport. Ils n'étaient donc pas à l'étranger. Un dossier attira mon attention. Propriété Saint-Jean-de-Luz. Je ne connaissais aucune propriété familiale là-bas, sur la côte basque. À l'intérieur, des documents datant de plus de 30 ans, bien avant ma naissance. Un acte de vente, des photos d'une villa face à l'océan et 3 noms sur le contrat. Ceux de mes parents et d'une certaine Elisabeth Derville. Ce nom me disait vaguement quelque chose. J'ai continué à chercher, ouvrant un vieux classeur marqué « Personnel » que mon père gardait habituellement verrouillé. À l'intérieur, des lettres jaunies, des coupures de presse anciennes. Une en particulier m'a fait frissonner. Disparition mystérieuse à Saint-Jean-de-Luz, daté d'août 1987. L'article mentionnait une jeune femme, Elisabeth Derville, portée disparue après une fête dans une villa. Aucune trace retrouvée. L'enquête classée sans suite. Je suis redescendue, troublée, et c'est là que je l'ai vue. Une enveloppe posée sur le guéridon de l'entrée, mon nom écrit de la main de ma mère. À l'intérieur, une brève note. Claire, ne cherche pas. Certaines portes doivent rester fermées. Pour Amélie, pour toi. Le téléphone de la maison a sonné, me faisant sursauter. J'ai hésité, puis décroché. Ils ne sont pas là, dit une voix que j'ai immédiatement reconnue. Léonie. Tu perds ton temps, Claire. Comment savait-elle où j'étais? Comment avait-elle ce numéro? Qui êtes-vous vraiment? Ai-je demandé, serrant le combiné si fort que mes jointures ont blanchi. Un rire léger, presque affectueux. Tu le sais déjà. Au fond de toi, nous sommes ce que ta famille a toujours voulu, ce que tu n'as jamais pu être. Elle a raccroché. J'ai lâché le téléphone comme s'il m'avait brûlé. Je suis rentrée à Paris en trombe, roulant trop vite sur le périphérique, la pluie battant contre le pare-brise comme des doigts impatients. Une colère froide avait remplacé ma peur. J'allais confronter ces femmes, découvrir la vérité, reprendre mon appartement, mon identité. J'ai garé ma voiture à 2 rues de mon immeuble et me suis approchée à pied. La lumière était allumée dans mon appartement, projetant un halo doré sur la rue. J'ai pris une grande inspiration et poussé la porte de l'immeuble. Dans le hall, j'ai vérifié ma boîte aux lettres par habitude. Elle était vide, comme si j'avais cessé d'exister administrativement aussi. L'ascenseur était en panne, comme souvent. J'ai grimpé les 5 étages, le cœur battant d'appréhension et d'effort. Sur le palier, j'ai marqué une pause. De l'autre côté de ma porte, des voix, de la musique. Plus que 2 personnes, certainement. Je n'avais pas de plan, pas de stratégie. Juste cette rage qui me poussait à avancer. J'ai sonné. Les voix se sont tues. Des pas se sont approchés. La porte s'est ouverte sur Mathilde, la rousse. Elle portait ma robe noire, celle que je réservais pour les occasions spéciales. « Claire », a-t-elle dit, comme si elle m'attendait. « Entre donc. Nous avons de la visite. »
J'ai pénétré dans mon appartement transformé. Des bougies partout, une dizaine de personnes dispersées dans le salon, des verres à la main. Des visages inconnus qui se sont tournés vers moi avec curiosité. L'odeur de lavande était plus forte que jamais, mêlée à celle du vin et des cigarettes. Léonie s'est avancée, rayonnante dans un ensemble que je n'avais jamais vu, mais qui semblait étrangement familier. « Voilà notre hôtesse », a-t-elle annoncé, m'embrassant sur les joues comme une vieille amie. Son parfum m'a étourdi, c'était celui de ma mère. « Je ne suis pas votre hôtesse », ai-je dit, me dégageant. « C'est mon appartement. Et vous allez partir. Maintenant. » Un silence gêné s'est installé. Les invités ont échangé des regards confus. Un homme d'une 50aine d'années s'est approché, son verre de whisky à la main. « Claire », a-t-il dit avec une familiarité déconcertante. « Tu ne te souviens pas de moi ? Marc Debussy, ton parrain. » Je n'avais pas de parrain. Mes parents, peu pratiquants, n'avaient jamais cru bon de nous en donner, à Amélie ou à moi. « Je ne vous connais pas », ai-je répondu, la voix tremblante. « Bien sûr que si », a insisté une femme élégante aux cheveux gris. « Tu as dansé à mon mariage avec Philippe. Tu avais 12 ans et tu as renversé du punch sur ta jolie robe bleue. » Je n'avais jamais porté de robe bleue à 12 ans. Ma mère détestait cette couleur, la jugeant vulgaire. D'autres se sont mis à parler, évoquant des souvenirs d'événements auxquels je n'avais jamais assisté, de moments que je n'avais jamais vécus. C'était comme si une autre Claire existait dans leur mémoire, une Claire qui n'était pas moi. « Ça suffit !» ai-je crié, les mains sur les oreilles. « Sortez tous !» Léonie s'est rapprochée, son bras glissant autour de mes épaules. « Tu es fatiguée » a-t-elle murmuré. « La journée a été longue. Laisse-nous nous occuper de toi. » Sa voix avait quelque chose d'hypnotique. J'ai senti mes jambes faiblir, ma résolution vaciller. Mathilde est apparue de l'autre côté, m'encadrant comme une prisonnière. « Viens t'asseoir » a-t-elle dit, me guidant vers mon propre canapé. J'ai obéi, incapable de résister. Les invités ont repris leur conversation, m'ignorant désormais. Léonie m'a tendu un verre de vin rouge que j'ai accepté machinalement. « Qui êtes-vous » ai-je demandé à nouveau, la voix à peine audible. Léonie s'est penchée, ses lèvres près de mon oreille. « Nous sommes ce que ta famille a toujours désiré, ce qu'ils ont invoqué cette nuit-là, à Saint-Jean-de-Luz. »« Quelle nuit ?»« La nuit où ils ont fait leur choix, » a répondu Mathilde, ses yeux brillants d'une lueur étrange. Un sacrifice pour un avenir meilleur, pour Amélie. Mon esprit s'est embrouillé. Je me suis souvenu du dossier trouvé chez mes parents, de l'article sur la disparition d'Elisabeth Derville, de la photo avec l'inscription au dos. « N'oublie jamais ce que nous avons enterré. » Elisabeth Derville, ai-je murmuré. « Vous la connaissiez ?» Un sourire a étiré les lèvres de Léonie. « Nous sommes Elisabeth », a-t-elle dit simplement. Ou du moins, ce qu'il en reste, ce qui est revenu. J'ai secoué la tête, refusant d'accepter l'impossible. « C'est absurde. C'est la vérité, » a complété Mathilde. « Ta famille a fait un pacte cette nuit-là. Une vie contre une autre. Elisabeth contre la réussite d'Amélie. Et maintenant, le moment est venu de payer la dette. »« Quelle dette ?» ai-je demandé, la gorge serrée. « Toi, » a répondu Léonie avec une douceur terrifiante. « Tu es la dette, Claire. La fille sacrifiée. Celle qui doit s'effacer pour que le pacte soit honoré. J'ai voulu me lever, m'enfuir, mais mon corps refusait d'obéir. Le vin. Il devait y avoir quelque chose dans le vin. Mes parents, ai-je commencé, luttant contre l'engourdissement qui me gagnait. « Ils savent, » a dit Mathilde. « Ils ont toujours su que ce jour viendrait. Pourquoi crois-tu qu'ils t'ont toujours maintenu à distance? Qu'ils ont toujours préféré Amélie ?» Des larmes ont coulé sur mes joues. Je pensais aux années de rejet subtil, aux attentes impossibles, aux comparaisons constantes avec ma sœur, à cette sensation persistante d'être de trop, un fardeau plutôt qu'une fille. « Ne pleure pas », a murmuré Léonie, essuyant mes larmes avec une tendresse macabre. « Tu ne disparaîtras pas vraiment. Nous garderons ton visage, ton nom. Ta vie continuera. Juste, sans toi à l'intérieur. » La pièce a commencé à tourner. Les visages des invités se sont floutés, puis transformés. Ils n'étaient plus humains, mais des ombres, des silhouettes aux contours imprécis. Seules Léonie et Mathilde restaient nettes, leurs yeux fixés sur moi, lumineux et avides. « Repose-toi maintenant, » a dit Mathilde, me guidant pour m'allonger sur le canapé. « Quand tu te réveilleras, tout sera terminé.
J'ai sombré dans l'inconscience, leur chuchotement résonnant encore dans mes oreilles. Tu n'as jamais été vraiment là, Claire. Toujours à moitié effacée. Nous ne faisons qu'achever ce que tes parents ont commencé. Ma dernière pensée cohérente fut qu'Amélie ne viendrait jamais vivre ici. Elle n'en avait jamais eu l'intention. L'appartement n'était qu'un leurre, un piège, et j'avais marché droit dedans, docile jusqu'au bout, comme toujours. J'ai repris conscience dans une voiture en mouvement. Le ronronnement du moteur, le léger tangage sur la route. J'ai ouvert les yeux avec difficulté, mes paupières lourdes comme du plomb. La nuit avait enveloppé le paysage, et seules les lumières occasionnelles des lampadaires venaient éclairer l'habitacle. Je n'étais pas seule. Un homme conduisait, une silhouette que je ne reconnaissais pas. À côté de lui, Léonie feuilletait distraitement une carte routière. Je me suis redressée lentement sur la banquette arrière, luttant contre la torpeur qui engourdissait encore mes membres. « Ah, elle se réveille ?» a dit Léonie sans se retourner, plus tôt que prévu. « Où m'emmenez-vous » ai-je demandé, ma voix réduite à un murmure rauque. « Là où tout a commencé », a répondu le conducteur, ses yeux me fixant dans le rétroviseur. « Tu dois comprendre avant de disparaître. » J'ai reconnu la voix. Marc Debussy, l'homme qui prétendait être mon parrain. Dans la lumière intermittente, son visage semblait différent, plus anguleux, presque inhumain. Ma main a cherché la poignée de la portière. Verrouillée, bien sûr. J'ai fouillé mes poches à la recherche de mon téléphone. Disparu. « Ne t'inquiète pas », a dit Léonie, sa voix étrangement douce. « Nous ne te ferons pas de mal, pas directement. » Le paysage défilait, de plus en plus rural. Les autoroutes avaient cédé la place à des routes nationales, puis départementales. Des panneaux que je n'arrivais pas à lire dans l'obscurité. Mais je sentais que nous nous dirigions vers le sud-ouest. Saint-Jean-de-Luz, ai-je murmuré, les pièces du puzzle s'assemblant lentement dans mon esprit encore brumeux. Vous m'emmenez à Saint-Jean-de-Luz. Léonie s'est tournée vers moi, son sourire visible même dans la pénombre. Tu es plus perspicace que tes parents ne le pensaient. Le trajet a continué dans un silence pesant. J'ai observé les étoiles par la fenêtre, essayant de calmer ma panique en me rappelant les constellations que mon grand-père m'avait enseignées quand j'étais enfant. La Grande Ourse, Cassiopée, les repères immuables dans un monde qui avait cessé d'avoir du sens. Nous avons roulé toute la nuit. À l'aube, les premiers rayons du soleil ont révélé les collines verdoyantes du Pays basque. Le conducteur, Marc, ou quel que soit son vrai nom, semblait infatigable, ses yeux fixés sur la route avec une concentration surnaturelle. Après un dernier virage serré, la mer est apparue, l'Atlantique dans toute sa splendeur matinale, scintillant sous le soleil naissant. Saint-Jean-de-Luz s'éveillait doucement, ses maisons blanches aux volets rouges semblant presque irréelles dans cette lumière dorée. La voiture s'est engagée sur un chemin privé, grimpant une colline qui surplombait la baie. Au sommet se dressait une villa imposante, ses murs de pierre blanchie à la chaux contrastant avec le bleu intense de l'océan en contrebas. Je l'ai reconnue immédiatement, la maison des photos trouvées chez mes parents. « Nous y sommes », a annoncé Marc en coupant le moteur. La villa des Embruns. Léonie s'est tournée vers moi, son visage soudain empreint d'une gravité nouvelle. C'est ici que tout a commencé il y a 38 ans, et c'est ici que tout finira. Je n'ai pas résisté quand ils m'ont fait sortir de la voiture. Quelle était l'alternative ? Fuir dans ce lieu inconnu, sans téléphone, sans argent ? Je devais comprendre, affronter ce qui m'attendait. La villa semblait abandonnée depuis longtemps. Les volets étaient de clos, la peinture écaillée par les embruns marins. Pourtant, quand Marc a ouvert la porte d'entrée avec une vieille clé en fer forgé, l'intérieur m'a surprise, propre, entretenu, comme si quelqu'un y vivait ou y attendait des visiteurs. « Tu dois avoir faim », a dit Léonie, me guidant vers une cuisine où un petit déjeuner était déjà préparé. Café, jus d'orange, viennoiserie. La normalité de la scène contrastait violemment avec l'étrangeté de la situation. « Je veux des réponses », ai-je exigé, refusant de m'asseoir. Qui était Elisabeth Derville ? Quel est ce pacte dont vous parlez ? Et quel rôle mes parents ont-ils joué dans tout ça ? Marc a soupiré, s'appuyant contre le comptoir de la cuisine. « Tu mérites de savoir. Assieds-toi, Claire. C'est une longue histoire. » J'ai finalement cédé, m'installant sur une chaise en bois qui grinçait sous mon poids. Léonie est sortie, nous laissant seuls. « Été 1987 », a commencé Marc, son regard perdu dans le vide. «
Tes parents venaient de se marier. Ils étaient jeunes, ambitieux, mais sans le sou. Ton père voulait intégrer un grand cabinet d'avocats. Ta mère rêvait d'ouvrir sa galerie d'art. Ils sont venus ici pour les vacances, invités par un ami commun. C'est là qu'ils ont rencontré Elisabeth. Il a fait une pause, me servant une tasse de café que je n'ai pas touchée. Elisabeth Derville était spéciale, riche, mystérieuse, fascinante. Elle possédait cette villa et organisait des soirées extravagantes. Des rumeurs circulaient à son sujet, qu'elle pratiquait des arts anciens, qu'elle pouvait exaucer des souhaits, moyennant un prix. De la sorcellerie ? Ai-je demandé, incrédule. C'est absurde. Marc a souri tristement. Le monde est plus étrange que tu ne l'imagines, Claire. Tes parents étaient sceptiques, eux aussi, jusqu'à ce qu'ils voient Elisabeth à l'œuvre. Il m'a raconté comment mes parents, désespérés de réussir, avaient approché Elisabeth après une soirée. Comment elle leur avait proposé un marché, elle leur donnerait tout ce qu'ils désiraient, mais en échange, ils devraient lui offrir quelque chose de précieux. Pas immédiatement, mais quand le moment serait venu. Ils ont accepté ? Ai-je demandé, bien que connaissant déjà la réponse. Sans hésitation, a confirmé Marc. Le lendemain, ton père recevait un appel d'un prestigieux cabinet parisien. Ta mère trouvait un mécène pour sa première galerie. Leur ascension a été fulgurante, comme si une main invisible écartait tous les obstacles. Et Elisabeth ? Marc a baissé les yeux. La dernière nuit des vacances, il y a eu une grande fête. Alcool, drogue, peut-être. Les souvenirs sont confus. Au matin, Elisabeth avait disparu. Un accident, ont conclu les autorités. Noyade probable. Mais il n'y avait pas de corps. Mes parents l'ont tuée, ai-je murmuré, glacée par cette révélation. Pas exactement, a répondu une voix derrière moi. Mathilde se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtue d'une robe blanche qui n'était pas la mienne cette fois. Elle s'est avancée, gracieuse comme une danseuse. Elisabeth s'est sacrifiée, a-t-elle poursuivi. Elle a transformé leur pacte en quelque chose de plus puissant. Sa disparition était nécessaire pour qu'elle puisse revenir sous une autre forme. Vous, ai-je compris. Léonie et toi. Mathilde a incliné la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. Nous sommes les gardiennes du pacte. Nous nous assurons que les dettes sont payées. J'ai trouvé la force de me lever, poussée par une colère soudaine. Quelle dette ? Je n'ai rien à voir avec ce pacte. Oh mais si, a dit Léonie en réapparaissant, tenant un vieux livre relié de cuir. Tu es née de ce pacte, Claire. Ta conception même était impossible. Ta mère était stérile. Elisabeth a changé cela. Et Amélie ? Ai-je demandé, une terrible suspicion se formant dans mon esprit. Le véritable objet du pacte, a répondu Mathilde. Celle qui devait réussir, celle qui devait briller. Toi, tu n'étais qu'un effet secondaire, inattendu, non désiré. Les mots m'ont frappé comme des coups. J'ai repensé à toute mon enfance dans l'ombre d'Amélie, à l'attention constante que mes parents lui portaient, à leurs attentes démesurées pour elle, leur indifférence polie envers moi. C'est pour ça qu'ils m'ont toujours traité différemment, ai-je murmuré. Ils savaient que je serais sacrifiée un jour. Marc s'est approché, posant une main sur mon épaule. Ils t'aimaient à leur façon, Claire. Mais le pacte, il a une volonté propre. J'ai reculé, me dégageant de son toucher. Et maintenant, vous allez me tuer ? Me jeter dans l'océan comme Elisabeth ? Léonie a ri doucement, ouvrant le vieux livre. Oh non, rien d'aussi dramatique. Tu vas simplement faire place. Ton corps continuera d'exister. Ta vie aussi. Mais ton essence, ton âme si tu préfères, elle nourrira le pacte. Permettra à Amélie d'atteindre des sommets encore plus grands. Et si je refuse ? Les trois ont échangé un regard, comme amusés par ma naïveté. Tu ne peux pas refuser, Claire, a dit doucement Mathilde. Tu es déjà en train de t'effacer. Depuis que tu as bu ce vin hier soir, depuis que tu es entrée dans cette maison, ta résistance n'est qu'une illusion. J'ai voulu protester, mais les mots se sont bloqués dans ma gorge. Une fatigue écrasante m'a submergée. Ma vision s'est troublée. Je me suis accrochée au bord de la table pour ne pas tomber. Je dois chercher, ai-je articulé péniblement. Comprendre le pacte. Il doit y avoir un moyen. Léonie a fermé le livre d'un geste sec. Cherche donc, Claire. Nous te donnons jusqu'au coucher du soleil. Un dernier cadeau. Ils m'ont laissée seule dans la cuisine, chancelante mais déterminée.
J'ai attendu que leurs pas s'éloignent, puis j'ai commencé à explorer la villa, pièce par pièce, à la recherche d'indices, de réponses, ou d'une échappatoire. La villa était un labyrinthe de souvenirs figés dans le temps. Des pièces aux meubles recouverts de draps blancs, des tableaux aux couleurs passées, des photographies jaunies dans des cadres en argent terni. Je me déplaçais comme une somnambule, luttant contre l'engourdissement qui gagnait peu à peu mes membres. Dans le grand salon, un portrait dominait la cheminée. Une femme aux cheveux auburn, au regard perçant. Elle ressemblait étrangement à Mathilde, mais avec quelque chose de plus sauvage, de plus intense. Elisabeth Derville, sans doute. Sur une table basse, un album photo attira mon attention. Je l'ouvris avec des doigts tremblants. Les premières pages montraient Elisabeth en compagnie de diverses personnes lors de soirées à la villa. Sur l'une des photos, je reconnus mes parents, si jeunes, si différents. Ma mère riait, la tête rejetée en arrière, un verre à la main. Mon père avait le bras passé autour de sa taille, l'air plus détendu que je ne l'avais jamais vu. Et puis, sur une autre image, ils étaient 4. Mes parents, Elisabeth, et un homme que je n'avais jamais vu. Ils se tenaient devant un étrange arrangement d'objets sur la plage, des bougies, des symboles tracés dans le sable, un petit coffret ouvert. Au dos de la photo, une inscription, le pacte, 21 août 1987. J'ai continué à fouiller, découvrant une bibliothèque dissimulée derrière une tapisserie. Des livres anciens aux reliures de cuir s'alignaient sur les étagères, la plupart dans des langues que je ne comprenais pas. Certains semblaient traiter d'occultisme, de rituels oubliés. D'autres paraissaient plus personnels, des journaux intimes peut-être. L'un d'eux attira mon regard, un carnet à la couverture rouge usée, sans titre. Je l'ai ouvert et ai reconnu immédiatement l'écriture élégante de ma mère. Les premières pages racontaient leur arrivée à Saint-Jean-de-Luz, leur rencontre avec Elisabeth, leur fascination croissante pour cette femme mystérieuse. 15 août 1987. Elisabeth nous a parlé du rituel ce soir. Philippe est sceptique, mais désespéré. Les dettes s'accumulent, son stage au cabinet Dufresne est un échec. Quant à moi, la galerie me semble un rêve de plus en plus lointain. Que risquons-nous à essayer ? Elle ne demande aucun paiement immédiat, seulement une promesse, un engagement pour l'avenir. J'ai tourné quelques pages, le cœur battant. 20 août 1987. Nous avons pris notre décision. Elisabeth dit que le rituel doit être accompli demain soir, à minuit, pendant la nouvelle lune. Elle nous a demandé d'apporter quelque chose de personnel, de précieux. J'ai choisi le médaillon de ma grand-mère. Philippe apportera l'alliance de son père. Et enfin, la dernière entrée, datée du 22 août. C'est fait. Je ne peux pas écrire les détails du rituel. Elisabeth a été très claire à ce sujet. Mais c'est fait. Et déjà, ce matin, l'appel de maître Dufresne proposant à Philippe un poste d'associé. Est-ce une coïncidence ? Je n'y crois plus. Quant à Elisabeth, son absence est comme un trou noir. Les gendarmes posent à des questions. Nous suivons le plan convenu avec Marc. Un accident de baignade nocturne. Tragique, mais malheureusement pas rare sur cette côte. Ils finiront par classer l'affaire. Et nous retournerons à Paris, vers notre nouvelle vie. Le prix à payer viendra plus tard, Elisabeth l'a dit, quand les temps seront accomplis. Le journal s'arrêtait là. J'ai refermé le carnet, la nausée me submergeant. Mes parents avaient participé à un rituel obscur, peut-être même à un meurtre. Tout cela pour la réussite professionnelle et sociale. Et maintenant, j'étais le prix à payer. J'ai poursuivi mes recherches, de plus en plus faibles, mais poussées par une détermination désespérée. Dans une pièce qui semblait avoir été le bureau d'Elisabeth, j'ai trouvé un autre livre, plus ancien, plus imposant. Ces pages contenaient des descriptions de rituels, des symboles étranges, des incantations dans une langue inconnue, et au milieu, une section entière consacrée au pacte de succession. J'ai parcouru ces pages frénétiquement, cherchant à comprendre. Le texte parlait d'échanges d'énergie vitale, de transfert de destinée, d'âmes liées et sacrifiées. Un passage en particulier m'a glacée. Le pacte de succession ne peut être rompu que par un second sacrifice, librement consenti, d'une valeur égale ou supérieure à l'original. Si les bénéficiaires tentent de se soustraire à leurs dettes, le prix sera doublé. J'ai entendu un bruit derrière moi. Mathilde se tenait dans l'encadrement de la porte, m'observant avec une curiosité détachée. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» a-t-elle demandé doucement.
Un moyen de rompre le pacte, ai-je répondu, me redressant avec effort. Elle s'est approchée, gracieuse comme un félin. Il n'y en a pas, du moins, pas pour toi. Un sacrifice librement consenti, ai-je cité, d'une valeur égale ou supérieure. Mathilde a ri, un son cristallin qui semblait résonner dans toute la pièce. Et qui se sacrifierait pour toi, Claire? Tes parents? Ils ont fait leur choix il y a longtemps. Amélie, elle ignore tout du pacte. Elle profite simplement de ses bienfaits. Moi, ai-je dit simplement, je pourrais me sacrifier librement, au lieu d'être prise de force. Transformer leur vol en don. Son visage a changé subtilement. Un éclair d'inquiétude, rapidement masqué. Ce n'est pas si simple. Rien ne l'est jamais, ai-je rétorqué, me sentant étrangement plus forte malgré la fatigue qui m'accablait. Mais ça changerait les termes du pacte, n'est-ce pas? Un sacrifice forcé renforce votre pouvoir. Un sacrifice volontaire pourrait le rediriger. Mathilde a reculé légèrement. Tu joues avec des forces que tu ne comprends pas. Alors expliquez-moi, ai-je exigé. Si je dois disparaître, j'ai le droit de savoir exactement comment et pourquoi. Elle m'a regardé longtemps, puis a soupiré. Viens avec moi. Elle m'a conduite à travers la villa jusqu'à une pièce que je n'avais pas encore explorée, une sorte de véranda donnant sur l'océan. Les derniers rayons du soleil inondèrent l'espace d'une lumière dorée. Léonie et Marc nous y attendaient. Elle veut comprendre, a annoncé Mathilde. Vraiment comprendre. Léonie a hoché la tête, comme si elle s'y attendait. Montre-lui alors. Mathilde s'est approchée de moi, ses mains encadrant mon visage. Ses yeux, soudain, n'étaient plus humains. Deux puits sans fond où dansaient des reflets dorés. « Regarde », a-t-elle murmuré. Et j'ai vu. J'ai vu Elisabeth Derville, jeune et rayonnante, accueillant mes parents dans cette même villa. J'ai vu leurs conversations nocturnes, leurs confessions, leurs espoirs. J'ai vu le rituel sur la plage, le cercle de sel, les bougies noires, le couteau d'argent avec lequel Elisabeth s'était entaillé la paume avant de mêler son sang à celui de mes parents. J'ai vu comment, au moment culminant du rituel, quelque chose avait mal tourné. Comment l'énergie invoquée était devenue incontrôlable. Comment Elisabeth, comprenant qu'un sacrifice plus grand était nécessaire pour sceller le pacte, s'était avancée dans les vagues, chantant des mots étranges, tandis que l'eau montait autour d'elle. J'ai vu mes parents, figés d'horreur sur la plage, incapables d'intervenir. Et Marc, le fidèle assistant d'Elisabeth, les retenant, leur expliquant que c'était nécessaire, que le pacte devait être scellé. J'ai vu ma naissance 3 ans plus tard. Un miracle, selon les médecins qui avaient diagnostiqué la stérilité de ma mère, puis celle d'Amélie, 5 ans après moi, planifier celle-là, désirée, célébrée. J'ai vu mon enfance dans l'ombre, les regards inquiets que mes parents échangeaient parfois en m'observant, comme s'ils attendaient que quelque chose se manifeste. Leur soulagement quand rien ne se produisait, leur concentration croissante sur Amélie, la fille du pacte, celle qui devait réussir à tout prix. Et j'ai vu Léonie et Mathilde prendre forme au fil des années, d'abord comme des présences fugitives, des reflets aperçus dans les miroirs, des voix dans les rêves de mes parents, puis devenant plus substantielles, plus réelles, à mesure qu'Amélie grandissait et que je me retirais dans mon isolement. Quand Mathilde a retiré ses mains, j'étais à genoux sur le sol, haletante. La vérité était là, complète et terrifiante. Je n'étais pas seulement un dommage collatéral du pacte. J'étais une anomalie, un fragment d'Elisabeth revenu sous une forme humaine. Une part de son énergie qui avait trouvé refuge dans le ventre de ma mère au moment du sacrifice, attendant d'être réclamée quand le temps serait venu. « Tu comprends maintenant ?» a dit doucement Léonie, s'agenouillant près de moi. « Tu n'as jamais été complètement Claire Dumas. Une partie de toi a toujours été Elisabeth. C'est pour ça que nous te reconnaissons, » a ajouté Mathilde. « C'est pour ça que nous sommes venus te chercher, pour réunifier ce qui a été séparé, pour compléter le pacte. » Je me suis relevée, chancelante mais déterminée. Et si je refuse? Si je choisis un autre chemin? Marc s'est avancé, son visage étrangement compatissant. Le pacte réclame son dû, Claire, d'une façon ou d'une autre. Soit tu rejoins Elisabeth volontairement, soit vous me prenez de force, ai-je complété, en effaçant mon identité morceau par morceau, comme vous avez commencé à le faire à Paris. Ils ont acquiescé en silence. Dehors, le soleil touchait l'horizon,
embrasant l'océan d'une lumière rouge sang. « Je comprends, ai-je dit finalement. Mais j'ai une condition. » Les trois échangèrent des regards surpris. « Tu n'es pas en position de négocier, » a commencé Léonie. « Si, justement, l'ai-je interrompu. Vous l'avez dit vous-même. Un sacrifice librement consenti a plus de pouvoir. Si je dois disparaître, je veux choisir comment. Je veux retourner à Paris une dernière fois, dans mon appartement. Et c'est là que je vous laisserai accomplir ce qui doit l'être. » Un long silence a suivi. Puis Marc a hoché la tête. « Le lieu importe peu. Seule l'intention compte. Demain soir, » a précisé Mathilde. « À minuit. Pas un jour de plus. » J'ai acquiescé, sentant une étrange paix m'envahir. Pas de la résignation, non. Quelque chose de plus profond, de plus puissant. Une détermination. Ils m'ont raccompagné à la voiture, me traitant soudain avec un respect inattendu. Sur le trajet du retour, personne n'a parlé. Je regardais défiler le paysage, gravant dans ma mémoire les collines basques, les villages endormis, les routes sinueuses. Ce n'était pas fini. Pas encore. J'avais gagné un jour pour comprendre pleinement qui j'étais, Claire Dumas, mais aussi un fragment d'Elisabeth Derville. Un jour pour trouver, peut-être, une faille dans ce pacte qui avait défini toute mon existence. Un jour pour préparer ma propre version du sacrifice. Nous sommes arrivés à Paris au petit matin. La ville s'éveillait à peine, enveloppée dans cette brume légère qui adoucit les contours des immeubles haussmanniens. Marc a arrêté la voiture devant mon immeuble dans le 11e, moteur tournant. « Minuit », a rappelé Léonie depuis le siège passager. Pas une minute de plus. J'ai hoché la tête, étrangement calme. « Je serai là. Nous le saurons si tu tentes de fuir », a ajouté Mathilde. « Nous te retrouverons, où que tu ailles. » J'ai ouvert la portière, inspirant l'air frais de ce début de journée. Je n'ai plus l'intention de fuir. Ils m'ont regardé avec un mélange de méfiance et de curiosité. Je les ai laissés à leur doute et me suis dirigée vers l'entrée de l'immeuble. La clé tournait toujours dans la serrure de la porte principale. Ils n'avaient pas pensé à changer celle-là. Dans le hall, j'ai vérifié machinalement ma boîte aux lettres. Vide, bien sûr. J'ai grimpé les 5 étages à pied, savourant l'effort, la sensation de mes muscles qui travaillaient, de mon cœur qui battait, des rappels que j'étais encore vivante, encore moi-même, du moins pour quelques heures. Devant la porte de mon appartement, j'ai hésité. Ils avaient changé la serrure, je le savais. Pourtant, j'ai posé ma main sur la poignée, et à ma grande surprise, celle-ci a tourné sans résistance. La porte s'est ouverte, révélant mon appartement plongé dans la pénombre. Les rideaux étaient tirés, l'air immobile et chargé de cette odeur de lavande qui n'était pas la mienne. J'ai avancé prudemment, m'attendant presque à voir surgir Léonie ou Mathilde des ombres. Mais l'appartement était vide, silencieux, en attente. J'ai fait le tour des pièces, constatant les changements qu'elles avaient opérés. Mes livres, déplacés ou remplacés, mes photos, disparues, mes vêtements, mêlés aux leurs dans l'armoire. C'était comme si elles avaient commencé à effacer ma présence, à substituer la leur. Un processus qu'elles achèveraient ce soir, en prenant non plus seulement mon espace, mais mon essence même. Dans la cuisine, j'ai trouvé des restes de leur dernier repas. 2 tasses de thé, des miettes de pain sur la table. Sur le réfrigérateur, un aimant retenait une liste de courses écrite d'une main qui ressemblait étrangement à la mienne, mais avec des boucles plus prononcées. Elle s'entraînait à être moi. Je me suis assise sur le canapé, épuisée par le voyage et les révélations de la veille. Le soleil commençait à filtrer à travers les rideaux, dessinant des motifs sur le parquet. J'avais jusqu'à minuit, 16 heures pour préparer ce qui serait peut-être mon dernier acte de résistance. Je me suis levée, animée d'une détermination nouvelle. Si une partie d'Elisabeth Derville vivait en moi, alors peut-être avais-je aussi hérité de ses connaissances, de son pouvoir. Il me fallait retrouver cette part enfouie, la réveiller avant qu'il ne soit trop tard. J'ai commencé par mon bureau, fouillant dans mes carnets de croquis, ces dessins que je faisais en secret, loin du regard désapprobateur de mes parents. J'y avais parfois dessiné des symboles étranges, des motifs complexes qui me venaient en rêve. Les avais-je créés? Ou étaient-ils des souvenirs d'Elisabeth, remontant à la surface? Dans mon carnet le plus ancien, j'ai retrouvé un dessin qui m'avait toujours troublé, un cercle complexe, rempli de lignes entrecroisées et de symboles que je ne comprenais pas. En le regardant maintenant,
Avec la connaissance de ce que j'étais vraiment, certains éléments prenaient sens. C'était un cercle de protection, semblable à ceux décrits dans les livres d'Elisabeth à la villa. J'ai continué mes recherches, rassemblant tout ce qui pourrait m'être utile. Bougies, sel, un couteau bien aiguisé, des objets ordinaires que je détournerais de leur usage, comme Elisabeth l'avait fait avant moi. Midi est passé, puis l'après-midi a commencé à décliner. J'ai mangé un peu, bu beaucoup d'eau, préservant mes forces pour ce qui viendrait. De temps à autre, je sentais une présence, un frôlement sur ma nuque, un murmure à la limite de l'audible. Elle m'observait, même absente physiquement. À 17h, j'ai pris une douche, laissant l'eau chaude délasser mes muscles tendus. Je me suis habillée avec soin, choisissant des vêtements qui n'avaient pas été touchés par Léonie ou Mathilde. Un jean que je gardais au fond d'un tiroir, un pull bleu acheté récemment que je n'avais pas encore porté. J'ai ensuite commencé les préparatifs. J'ai tracé le cercle au sel sur le parquet du salon, reproduisant le dessin de mon carnet avec une précision surprenante, comme si mes mains se souvenaient d'un geste déjà accompli. J'ai disposé les bougies aux points cardinaux et une 5e au centre. Sur la table basse, j'ai placé un bol rempli d'eau de mer que j'avais recueilli à Saint-Jean-de-Luz avant notre départ, prévoyant déjà ce moment. Le soleil s'est couché, plongeant l'appartement dans la pénombre. Je n'ai pas allumé les lumières, préférant l'éclairage tremblotant des bougies. Dans ce clair-obscur, les ombres dansaient sur les murs, prenant parfois des formes humaines, comme si les anciens occupants de ces lieux revenaient pour assister à ce qui allait se produire. À 23h, j'étais prête. Je me suis assise au centre du cercle, jambes croisées, mains posées sur mes genoux. J'ai fermé les yeux, essayant de calmer ma respiration, de faire le vide en moi, pour mieux ressentir cette autre présence qui m'habitait depuis toujours. « Elisabeth », ai-je murmuré, « je sais que tu es là, que tu m'entends. Montre-toi. » Rien d'abord. Puis une chaleur qui a commencé à se répandre dans ma poitrine, irradiant vers mes membres. Une voix, à la fois étrangère et familière, a résonné dans mon esprit. Claire. Enfin. J'ai gardé les yeux fermés, me concentrant sur cette présence intérieure. Aide-moi. Montre-moi comment briser le pacte. Un rire doux, presque triste. Le pacte ne peut être brisé, seulement réécrit. Comment ? Les images ont commencé à défiler derrière mes paupières closes, des souvenirs qui n'étaient pas les miens, des connaissances que je n'avais jamais acquises. Je voyais le rituel original, comprenais ses mécanismes, ses faiblesses. Le sang, a murmuré la voix. Le pacte a été scellé dans le sang. Il ne peut être défait que par le sang. J'ai ouvert les yeux, saisissant le couteau posé devant moi. La lame a capté la lumière des bougies, brillant d'un éclat presque surnaturel. Mon sang, ai-je compris, volontairement offert. Pas seulement le tien, a répondu la voix. Le leur aussi, les créateurs du pacte, ceux qui m'ont trahi. Mes parents, ai-je murmuré, un frisson me parcourant l'échine. Mais ils ne sont pas ici. Ils ne viendront pas. La voix a ri à nouveau, plus forte cette fois. Ils viendront. Ils sentent déjà que quelque chose a changé. Le pacte les appelle, comme il a appelé Léonie et Mathilde. Comme il t'appelle toi. Comme pour confirmer ses paroles, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Lents, mesurés, puis un bruit de clé dans la serrure. La porte s'est ouverte, révélant Léonie et Mathilde, vêtues de blanc, leur visage empreint d'une solennité nouvelle. « Tu es prête ?» a constaté Léonie, son regard fixé sur le cercle de sel. « Presque », ai-je répondu, ma voix étrangement calme. « Il manque encore 2 personnes. » Mathilde a froncé les sourcils. « Que fais-tu, Claire ? Ce n'était pas convenu. J'ai décidé de changer les règles, ai-je dit, me relevant lentement, le couteau à la main. Un sacrifice librement consenti, d'une valeur égale ou supérieure à l'original. Mais le sacrifice ne sera pas seulement le mien. Les 2 femmes ont échangé un regard inquiet. Puis des pas se sont à nouveau fait entendre dans l'escalier. Plus lourd cette fois. La porte que Léonie et Mathilde n'avaient pas refermée s'est ouverte plus largement. Mes parents se tenaient sur le seuil, pâles et hagards, comme tirés d'un profond sommeil. Ma mère, d'ordinaire si élégante, portait une tenue débraillée, ses cheveux en désordre. Mon père semblait avoir vieilli de 10 ans, ses traits creusés par l'angoisse. « Claire », a murmuré ma mère, son regard alternant entre moi et le cercle au sol. « Qu'as-tu fait »
Ce que vous auriez dû faire il y a 38 ans, ai-je répondu. Affronter les conséquences de vos actes. Mathilde a fait un pas vers moi, main tendue. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Ce pouvoir, il te détruira. Peut-être, ai-je admis, mais il vous détruira aussi. J'ai levé le couteau, sa lame captant la lumière des bougies, entré dans le cercle. Tous les 4. Il est temps de terminer ce qui a commencé à Saint-Jean-de-Luz. Une force invisible semblait les pousser en avant, malgré leur résistance. Je les ai regardés franchir la limite du cercle de sel, leur visage reflétant une terreur croissante. La voix d'Élisabeth résonnait de plus en plus fort dans mon esprit, me guidant, me fortifiant. Le sang des initiateurs, a-t-elle murmuré, le sang du sacrifice, le sang des gardiens, réunis dans le cercle. J'ai approché la lame de ma paume gauche, prête à accomplir ce dernier acte. Minuit approchait, le moment où les mondes se touchent, où les pactes peuvent être reformés. Je ne vais pas mourir, ai-je dit à mes parents qui tremblèrent maintenant. Et vous non plus. Mais après cette nuit, rien ne sera plus comme avant. J'ai entaillé ma paume, laissant le sang couler librement dans le bol d'eau de mer. La douleur était vive, mais étrangement purificatrice. Maintenant, ai-je dit, tendant le couteau à mon père, c'est à votre tour. Les bougies ont vacillé, comme agitées par un souffle invisible. L'heure avait sonné. Le pacte attendait d'être réécrit.